Ah, on va démarrer. Ça fera peut-être venir les gens. D'autant que la presse est assez dense. Donc, on y va. Donc, la synthétique data au secours de la contrôle qualité industrielle. On va donc parler synthétique data dans cette session. Juste un mot, je me présente. Donc, je suis Jean-Paul Muller. Je suis Practice Global Manager de GFI sur la... D'accord, il ne faut pas que je m'approche de là. Ok, ça, j'ai compris. De l'IA du groupe GFI. Et donc, on va parler synthétique data. Le credo aujourd'hui de l'IA moderne, entre guillemets, si on veut faire un peu d'histoire par rapport à l'IA, globalement, c'est assez simple. C'est aujourd'hui, on parle quasi systématiquement de deep learning, de GPU pour faire tourner tout ça. Et puis, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de data, il ne se passe rien, il n'y a pas d'IA. Les leçons, allez, 4 points, 5 points, les leçons qu'on a tirées des dernières années, c'est que globalement, quand même si c'est peut-être un petit raccourci, la pertinence des modèles et la pertinence donc de l'efficacité de l'IA est quand même liée au volume de data qu'on arrive à fournir à ces modèles-là. Il n'y a pas que le volume qui compte, la diversité est très très importante. Et on verra que d'ailleurs la diversité dépend principalement du type de modèle qu'on veut. Et plus le modèle va devoir être généraliste, et plus la diversité va être vraiment importante. L'autre constat aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on sort de 5-10 ans de big data que malheureusement, on a les bonnes données pour faire ce qu'on veut au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc il y a un travail tout le temps, toujours le même, d'aller chercher la bonne data, d'aller la préparer pour qu'elle puisse entraîner les modèles, etc. Et puis, dernier point, c'est que, alors ça c'est un autre sujet de la synthétique data, l'anonymisation en tant que telle on va dire, atteint un peu ses limites en termes de capacité de ne pas retrouver la personne sur de la data privée. Et donc on a maintenant des possibilités de créer des sortes d'avatars qui vont ressembler, des sosies, qui vont ressembler aux personnes sans en être vraiment, qui vont permettre de générer de la data qui sera utilisable pour entraîner des modèles. Alors la synthétique data, bon, est-ce que c'est une solution miracle? On va voir. De quoi on parle comme pour la synthétique data? Globalement, si on devait donner une définition, la synthétique data, c'est l'acte de générer artificiellement un dataset ou de modifier un dataset existant en vue de l'augmenter ou de le remplacer. C'est assez important d'avoir ces 3 niveaux. Dans la synthétique data, nous, on classifie un peu les activités en 3, donc la data augmentation, la data alteration et la data generation. Si on fait un petit focus sur les 3, en tout cas dans tous les cas, on ne peut pas partir de rien. À un moment ou à un autre, on ne créera rien, on ne créera pas de data sans data du tout, quoi qu'il arrive. La data augmentation, c'est quoi? C'est qu'on va vouloir, en fait, sur la donnée existante, on va la déformer. On va la déformer pour pouvoir ajouter de la data au dataset existant. C'est vraiment le principe. Donc, on part du dataset existant, on déforme le dataset et on génère de la data à partir de manière directe par rapport à la data existante. La data alteration, c'est comme le terme, c'est qu'on va altérer la data, on va la déformer aussi, mais en vue de la remplacer. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on ne va pas vouloir ajouter de la data, on va vouloir remplacer le dataset en ayant modifié ce dataset. Donc on n'aura plus, c'est important, on n'aura plus des données d'origine. Et enfin, la data generation, en fait, c'est qu'on va générer de la data, on va la créer complètement de zéro. Alors de zéro entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va devoir quand même avoir de la data, mais on va générer de la nouvelle data en vue soit de remplacer le dataset existant, et donc de ne pas utiliser le dataset existant, ou en vue d'ajouter de la data au dataset existant. Alors tout ça, c'est relativement loin d'être nouveau, puisque le principe de la synthétique data est apparu en 1993 sur en fait, des études, c'était purement statistique, pour pouvoir remplir automatiquement des formulaires et protéger la vie privée sur des datas qui étaient à caractère privé. Le principe, c'était de justement essayer d'avoir ce type d'avatarisation de la data
en prenant un existant qui porte des datas qui représentent une personne, dans la santé, dans le social, dans la RH, etc. Et de modifier suffisamment ces datas pour qu'on ne puisse plus les retrouver, qu'on ne puisse plus retrouver l'individu, mais qu'on garde les caractéristiques de cet individu. Et puis, pourquoi on reparle à ce moment-là de la synthétique data aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Les VAE, les Variational Autoencoder, on ne va pas rentrer dans le détail, et surtout les GAN. Les GAN, alors à main levée, qui a déjà entendu parler ou manipulé les GAN ici? Non? Peu? Bon, bah c'est bien, que ça, on va pouvoir en parler. Et les GAN ouvrent une nouvelle voie, mais vraiment une voie à très très large scope pour la création et la génération de synthetic data. Et donc l'ouverture de nouveaux use cases par rapport à tout ça. Le paradoxe de la synthetic data, c'est qu'en fait, on a le sujet de la distance par rapport à la data originale. Il faut en fait que les data augmentées, qui soient modifiées ou générées, soient finalement suffisamment loin de la data originale pour que, en fait, on ne puisse pas faire de réidentification. Et il faut qu'elle soit suffisamment près pour ne pas générer de biais. Et donc, on génère de la data qui n'a plus rien à voir avec ce dont on a besoin. Et tout ça en gardant la cohérence de la data originale. Et c'est ça tout le sujet de la synthétique data. Générer de la data, c'est facile. Générer la data dont on a vraiment besoin par rapport à ce qu'on veut faire, c'est là où c'est effectivement le plus compliqué. Et tout ça sans overfitter, entre guillemets, c'est-à-dire en étant suffisamment loin de la data initiale pour que ça puisse valoir le coup en termes de création de data. Alors du coup, il n'y a pas une synthétique data, mais il y a des synthétiques data, comme il y a des IA. Nous, systématiquement, on catégorise en fait le domaine de l'IA et donc des synthétiques data en 4. On a les chiffres, tout ce qui est lié en fait à ce qui est tabulaire autrefois. Donc là, comme exemple, typiquement, c'est exactement ça, l'avatarisation. On va avoir par exemple un dossier médical et on veut sur un ensemble de dossiers médicaux, appliquer des modèles d'IA. Évidemment, du coup, il y a un vrai sujet de GDPR, il y a un vrai sujet de privacy, on va dire. L'anonymisation, on va couper, on va essayer de rendre anonyme, on va supprimer des datas, on va mettre des fausses datas à certains endroits, tout ça dans le but de ne pas pouvoir reconnaître l'individu par quelques biais directs ou indirects, mais en fait on va casser la data finalement. Et les modèles qu'on va faire tourner dessus, ils vont finalement être avec des datasets initiaux qui seront finalement trop loin, comme je disais tout à l'heure, qui vont être trop loin en fait du modèle initial. Et c'est le sujet de la batarisation qui va être la création de ces sosies. Encore une fois, je me répète, mais la création des sosies sur de la data tabulaire qui va permettre d'avoir un ensemble de data comme si c'était des patients qui auraient les mêmes caractéristiques et les mêmes répartitions finalement statistiques qui permet de faire tourner du coup des modèles sans avoir de problème de privacy, dans le sens où les personnes qu'elles représentent n'existent pas. Et donc ça permet de démocratiser, d'ouvrir largement en fait, le domaine des possibles en termes de partage, en termes de diffusion de la data pour faire des tests, des expérimentations, des prototypages, etc. Sans avoir les problématiques de GDPR, de NDA, etc. Ensuite, on a les sons. Alors, il n'y a pas d'ordre en particulier. Hein. On a les sons et tout ce qui est lié en fait, à l'analyse vibratoire au sens large. Alors, typiquement, nous, on utilise les modules de text-to-speech pour entraîner des modèles spécifiques, ce que j'appelle locaux, avec des vocabulaires. C'est-à-dire que pour entraîner un modèle de reconnaissance vocale qui fait donc du speech to text, il faut entraîner ces modèles-là avec des voix. Donc on a le choix, soit en prenant des gens qui parlent, soit en réutilisant finalement des modules de text to speech avec de la data des voix de synthèse. Et quand on fait lire des textes à des voix de synthèse, on a suffisamment maintenant de modèles de voix de synthèse qui se rapprochent de la vraie voix humaine pour pouvoir utiliser ces systèmes-là pour entraîner des systèmes spécifiques de speech to text. En fait, le serpent se mord la queue, au final. Les mots, en fait, on va pouvoir générer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de GPT. GPT 2 et 3, c'est les deux modèles d'OpenAI qui sont les plus connus en termes de génération de langage.
où aujourd'hui on peut faire écrire des blogs entiers à ces modèles-là et faire que en fait, l'humain ne voit pas que c'est des articles qui ont été créés et générés par des machines. Alors nous, on utilise typiquement, on a créé un générateur de paraphrase. Quand on entraîne un chatbot, on a les problèmes d'utérance. Je ne sais pas si ça vous parle. Et les problèmes d'utérance, c'est on a une intention, avec une manière de formuler une intention. Je voudrais aller demain à Orléans. L'intention, c'est acheter un billet de train. Alors, il n'y a ni train, ni acheter, ni billet dans la terme. Mais n'empêche qu'aller à Orléans, quand on est sur la suite de la SNCF, ça veut dire acheter un billet de train pour aller à Orléans. Et donc, pour bien entraîner en fait un chatbot, il faut générer pas mal d'utérance. C'est-à-dire des manières de parler, des manières d'exprimer l'intention de manière assez différente. Le NLP, lui, du chatbot, il est là pour générer un peu un espèce de flou sémantique autour d'une manière de dire, donc d'une utérance. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut générer beaucoup d'utérance et se poser la question de comment mes utilisateurs ils vont pouvoir bien exprimer l'intention initiale que j'ai. Et en fait, avec de la synthétique data, on va pouvoir donner une phrase et demander au modèle de générer des paraphrases. Comment on pourrait exprimer ce que je viens de dire d'une autre manière. Ça ne remplacera pas, on ne peut pas automatiser directement le training d'un chatbot avec ça, mais ça permet de préparer le terrain pour les botmasters et donc d'aller beaucoup plus vite en termes de training. Et puis enfin, on a les images, c'est probablement le domaine le plus actif au niveau de la data synthétique, c'est là-dessus qu'on va faire le focus. Les images, par exemple, c'est le sujet du use case. On va pouvoir créer des faux défauts à partir de défauts existants sur une pièce pour aller faire de la détection automatisée sur des chaînes de production, par exemple. Il ne faut pas oublier la composante artistique qui a une part assez importante aujourd'hui en termes de synthétique data. Sur les 3 derniers, il y a rarement de composante artistique pour générer des datas d'INSEE ou des datas tabulaires de santé. Mais le son, les mots, les images, on a ce caractère en termes de création de données artificielles. Ça a été d'ailleurs démarré comme ça avec les images. Les premiers GAN ont généré des tableaux qui se sont vendus. C'était la première fois qu'un ordinateur générait, à partir entre guillemets de rien, des tableaux. Donc en fait, voilà, il y a cette composante artistique qu'il faut garder et avoir en tête, même si effectivement, ce n'est pas forcément les domaines d'activité en premier, surtout sur un salon comme le SIDO sur la partie industrielle. Alors, on va faire un focus sur la partie synthétique data image. Alors pourquoi on se pose la question sur le sujet du défaut pour la synthétique data? En fait, le sujet, c'est le volume. Quand on est sur la détection de défauts, par définition, on ne va pas avoir un nombre suffisant compatible de défauts disponibles en volume, donc je disais, par rapport à ce dont aurait besoin un modèle pour bien être entraîné. Parce que par design, l'industriel fait tout pour ne pas générer des défauts. Donc évidemment, il n'en a pas normalement beaucoup. Et puis ensuite, il y a le sujet de la prise de vue de ces défauts. Soit on a déjà des caméras qui sont installées sur les chaînes de production, soit on n'en a pas. Et ça veut dire que pour initier, même ne serait-ce que le prototypage ou les études de faisabilité, il va falloir stocker les pièces qui ont des défauts en vue de faire des phases de shooting, ou alors avoir un band shooting et donc modifier le process de production de l'usine avec l'opérateur qui va, une fois qu'il y a un défaut qui a été sur un contrôle visuel humain, non seulement mettre la pièce de côté, mais en plus aller la prendre en photo parce qu'on est en train de générer le dataset. Donc évidemment, ces opérations-là, moins on les fait et mieux on se porte du côté industriel. Et par contre, du côté modèle IA, on va demander à l'industriel en disant écoutez, c'est facile, votre défaut là, bon ok, niveau éclairage, etc., je pense que ça va bien aller. Vous nous donnez à peu près 10-15 000 photos, puis on va s'en sortir, on va vous créer un modèle. Il y en a pour 4 semaines, 3 semaines grand max, et puis hop, c'est bon. Sauf que 10 000 photos, ça n'a pas de sens pour un industriel en termes de fourniture du nombre de défauts. Et puis, il y a cette étape quand même, quoi qu'il arrive, en termes de charge. C'est-à-dire que comme on est sur un sujet sur lequel, nous, c'est les principaux sujets sur lesquels on intervient, sur des modèles spécifiques, pour des use cases très spécifiques,
Il n'existe pas de modèle sur étagère pré-entraîné. Et donc, toutes les phases nécessaires à la constitution du dataset vont devoir être passées une à une. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est de plus en plus vrai, que dans un projet qui met en œuvre de l'intelligence artificielle, on va avoir finalement plus de 60 à 70% de travail sur la data. Et l'acte d'entraînement, l'acte de connaissance même des modèles qui existent est de moins en moins important parce qu'il est hyper automatisé, parce qu'il est, hyper packagé. Et donc, à partir du moment où on a les bonnes données, l'acte d'entraînement pour la production des modèles devient extrêmement facile. Je ne sais pas si vous connaissez Zooniverse, mais c'est l'exemple typique de la problématique de la labellisation, de la préparation de la data, puisque Zooniverse, c'est une plateforme coopérative où il y a des universitaires qui donnent en fait des datasets à qui veut bien aller les labelliser. Et puis on a des tonnes maintenant d'offres de possibilités avec des sociétés spécialisées qui s'occupent de labelliser vos datasets, etc. Donc c'est tellement un sujet et un pain, on va dire, sur la chaîne, qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans cette étape-là. Juste pour rappel, entre guillemets, il y a des modèles, il faut bien voir qu'il y a des différents types de modèles de d'IA. Les modèles dits généralistes, c'est-à-dire qui vont devoir fonctionner dans tous les cas possibles de captation. C'est tous les modèles qui sont sur étagère. Aujourd'hui, quand on a un modèle, par exemple, de détection du squelette, OpenPose ou PoseNet, etc., ces modèles-là sont dits généralistes. C'est-à-dire que quelle que soit la position, l'éclairage de la personne, la morphologie, etc., il est censé pouvoir donner le squelette. C'est un modèle très généraliste. Et si ça vous intéresse, on est le stand juste en face là, où on peut vous montrer des modèles qui sont extrêmement déterministes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'entraîner les modèles avec plein d'images, parce qu'on sait que la manière dont on va devoir reconnaître l'objet sera positionné toujours d'une certaine manière, ou toujours avec un certain éclairage, avec toujours une même distance. Et donc, ce n'est pas la peine d'imaginer d'avoir de la diversité, parce qu'on n'en a pas besoin dans ce use case-là. Donc là, c'est très important de bien focaliser, en fonction du cas d'utilisation, le type de modèle qu'on aura derrière, parce que ce n'est pas la peine de surentraîner, entre guillemets, les modèles. La première étape de la data augmentation, enfin de la synthétique data dans le domaine de l'image, c'est la data augmentation. La data augmentation, c'est très simple. Donc on prend des chats, parce qu'il y a toujours des chats. Il y a des chats partout maintenant. Il y a des chats sur Internet, il y a des chats dans l'IA. Donc on prend un chat et puis en fait on va le déformer. Donc on va le déformer, on va pouvoir automatiser cette déformation. C'est assez simple, hein, il y a des grands critères de déformation. Donc on va altérer cette information, cette image. Pas trop, parce que sinon, en fait, on va induire des biais. Et on va réinjecter cette image, si on est dans un cas de détection, et pas de classification. C'est dans un cas de détection, on va le réinjecter avec des backgrounds. Les backgrounds étant typiquement, si on est dans des cas généralistes, il ne faudra pas avoir juste un chat avec une position. Il va falloir des tas de chats différents, avec des tas de positions et des tas de backgrounds. Et si on est dans un cas où on sait qu'on aura toujours le chat bien en face et qu'il sera toujours avec toujours le même background, parce que c'est, par exemple, sur une chaîne industrielle, typiquement, alors on n'a pas besoin d'entraîner avec des tas de backgrounds différents, on va se focaliser sur certains backgrounds. Le fait est que ces trois étapes-là sont maintenant extrêmement industrielles et c'est très facile à opérer. Et on va avoir à peu près une multiplication par 2, ça reste raisonnable en termes de déformation. Et sur les backgrounds, on peut se faire plaisir. On peut faire du x10, x. C'est même bien de généraliser toutes les images qui auront été déformées. Donc attention à la déformation, pas trop, parce que sinon, en fait, on va générer des choses qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'on espère détecter. Et donc, ça veut dire qu'on va peut-être détecter des choses qui n'étaient pas censées être celles qu'on devait détecter. Comment on fait quand on n'a pas d'image ? En fait, si on a le modèle 3D de l'objet que l'on veut détecter, en fait, on va pouvoir générer de la synthétique data très facilement. Maintenant. Hein. On va générer des caméras virtuelles et donc un système de shooting virtuel de l'objet 3D. On applique des textures. Alors là, il faut avoir les textures. C'est un problème, mais bon, il faut avoir les textures photoréalistes. Énormément travailler sur le lighting, parce que là, c'est la clé
d'une bonne reconnaissance. On réinjecte ça de même dans du background si on a besoin. Et puis bah voilà, ça donne à peu près ça. Comme exemple, donc vous avez une boîte de Pringles en modèle 3D. On va générer cette phase de shooting. Bon là ça ne montre pas, mais on va générer des centaines d'images. Et après on entraîne le modèle avec les images. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Alors je mets des guillemets parce qu'en fait, il faut toujours mixer les données réelles et les données synthétiques. Quand on entraîne des données de zéro, enfin pas de zéro, mais avec que des données synthétiques, les résultats sont globalement toujours mauvais. Par contre, quand on arrive à mixer, on arrive à des meilleurs résultats que si on avait évidemment que les données réelles, puisqu'on va travailler sur le volume. Voilà. La dernière révolution dans le monde de l'IA, ce sont donc les fameux réseaux adversaires. C'est quoi le principe? Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un réseau de neurones classique. On va lui apprendre à détecter ce qu'on veut générer. Et une fois qu'il est entraîné, je le caricature à peu près, mais c'est à peu près ça, on va mettre en face un réseau qui n'est pas là pour détecter, mais lui qui est là pour générer. Et donc, on va lui injecter du bruit. Donc c'est du bruit, du vrai bruit si c'est du son, c'est du bruit si c'est une image, c'est des images avec des pixels. Et lui, il va générer une image et il va donner cette image-là au réseau discriminateur. Et le réseau discriminateur, lui, il a appris à reconnaître la bonne data, c'est-à-dire le bon objet qui est censé être reconnu. Et il dira oui ou non. Et en plus, il dira t'es froid ou t'es chaud, à peu près. Donc, c'est les fameux génératives, le générateur, adversarial, parce qu'en fait, il est contre un adversaire qui est le discriminateur, network. Je vais vous réexpliquer avec des chats, parce que c'est toujours plus facile avec des chats. Vous avez un dataset de chats. C'est des vrais chats, vous êtes sûr. Vous entraînez un modèle qui reconnaît des chats. Donc là, vous allez me dire, c'est bon, si on entraîne un modèle qui sait générer des chats, ça y est, on a gagné. Oui, certes. Mais là, l'idée, c'est de créer des autres chats. Donc en fait, on va avoir ce générateur en face. On va lui mettre du bruit, mais c'est vraiment ça, du bruit. Et dans le bruit, on va l'injecter dans le générateur. Le générateur va sortir quelque chose. Et le discriminateur dit non, je suis désolé, ton truc là, c'est vraiment pas un chat. Et t'es pas trop chaud, mais c'est pas non plus trop froid. Ça va, il y avait des yeux, des machins, enfin bref. Jusqu'à ce que, parce que ça tourne très longtemps, jusqu'à ce que le générateur arrive à s'équilibrer, on va dire, à arriver à s'équilibrer en générant une photo suffisamment crédible de chat pour bluffer, duper le réseau qui, lui, a appris à reconnaître vraiment des chats. C'est le principe des Generative Adversarial Network. Vous avez probablement dû voir ce sujet-là avec des images, des images de visage, parce que c'est le sujet sur lequel on travaille, NVIDIA principalement, travaille depuis 2014. Et on a depuis 2014, ça c'est le papier qui est sorti en 2014 sur les premiers GAN, qui arrivait à sortir ce genre de visage, noir et blanc, 64 par 64 en termes de pixels. Un an après, on a sorti la même chose mais en couleur. Un an après, on a sorti la même chose un peu plus crédible en 128. Un an après, on est passé de 128 à 1024 en couleur. Et depuis l'année dernière, on va dire, c'est depuis l'année dernière en 2019, je ne sais pas si vous connaissez thispersondoesnotexist.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y aller. Parce que c'est bluffant, flippant, on peut mettre à peu près tous les termes. Le fait est qu'aujourd'hui, on a des réseaux adversaires qui permettent de générer des photos où, honnêtement, même en fait, les ordinateurs ont du mal à savoir si c'était vraiment des bonnes et pas des synthétiques ou pas des synthétiques. Cette personne n'existe pas. Alors, il y a peut-être un sosie dans le monde, mais cette personne n'existe pas. Voilà, pour de vrai. Elle a été générée à partir de tas de photos qui ont servi à entraîner un modèle, qui servait à détecter les visages. Et le réseau génératif a généré des images suffisamment crédibles pour que ce réseau, qui était très 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 bien entraîné, dise « ouais, ok, c'est vrai, c'est une vraie image ». Juste un tout petit point de détail. C'est très compliqué de faire converger. Imaginez, vous mettez du bruit et ça sort un chat. Bon, évidemment, il y a une petite étape là qui paraît un petit peu magique. Donc en fait, c'est assez compliqué de faire converger, surtout quand on monte dans la dimension
des images. Du 64-64, ça passe. Quand on est à plus de 1024, voire en HD maintenant, parce qu'on fait du HD, évidemment, ça fait quand même un très grand nombre de pixels qu'il faut qu'ils soient mis de manière cohérente pour ressembler à ce qu'on était censé lui faire deviner, enfin au discriminateur. Donc, on va faire progressivement. Et ça, c'est une vraie révolution en termes de capacité et surtout de capacité d'usage. Parce que là, je vous montre des choses qui sont très spécifiques et qui sont encore très académiques. C'est très expérimental, mais le sujet du progressive, de le faire progressivement, a révolutionné l'usage du GAN, du principe. C'est quoi le principe? C'est très simple. C'est comme on sait que c'est plus facile de générer une image par 64-64 plutôt qu'une image directement 1024 ou 2100 et broquis, on va commencer avec une petite image 4-4. Donc ça veut dire que mes photos de chat, je prends le dataset qui est par exemple en 1024-1024 et je vais le downsizer, enfin je vais le dégrader pour faire un dataset de 4-4. Et puis je vais faire un dataset de 8-8, puis un dataset de 16-16. Et donc je vais entraîner le premier modèle en 4-4. Quand il sera stabilisé, c'est facile. Et en fait, je vais lui dire, OK, maintenant garde, bouge plus. On va passer à un truc un peu plus dur. Maintenant, tu vas me faire des 8-8. Et on a le dataset des 8-8. On entraîne le discriminateur maintenant avec des 8-8. On fait du transfer learning. Et on va dire au générateur, OK, maintenant, c'est bien, tu as réussi en 4-4. Maintenant, génère-moi des 8-8. Et il faut que les 8-8, elles soient suffisamment cohérentes pour que tu arrives à bluffer le nouveau discriminateur qui travaille en 8-8. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, à la dimension, le sizing qu'on veut, en termes de DPI. C'est les Progressive Growing GANs. Alors, en image, je suis désolé, j'ai pas trouvé chat. Pour que ça ne démarre pas. Ah, voilà. Donc, vous voyez, là, en fait, les sauts de dimension avec les pixels en fait, qui étaient très gros au début. Et puis ça va s'affiner, jusqu'à arriver. Alors ça, été entraîné sur des datasets de meubliers Louis XIII jusqu'à Louis XVI, je crois. Enfin bon, bref. Et on voit donc le modèle qui arrive à converger étape par étape jusqu'à arriver à générer finalement des meubles qui sont assez crédibles. Donc ouais. Vous voyez le... Bon, je vous le passe là. Voilà. Juste là, vous voyez le début où on voit les gros pixels, puis après ça s'affine. C'est le principe de Progressive GAN. Très vite, j'ai pas trop le temps, on va pouvoir traduire des images maintenant. L'idée, c'est que, je vais aller assez vite là-dessus, si on donne à manger, entre guillemets, en termes d'apprentissage, des paires d'images, et non plus une seule image. Prenons un exemple, un paysage en été, et le même paysage en hiver. Et on fait une paire. On prend un autre paysage en été et on met le même paysage en hiver. On fait une autre paire. On génère ça des milliers de fois et on apprend en fait au discriminateur de détecter non seulement la crédibilité des images, mais en plus la crédibilité de la condition, c'est-à-dire du domaine A qui était l'été et du domaine B qui est l'hiver. Et avec un générateur, on ne lui donne plus de bruit dans ce cas-là. On va lui donner une image en été et on va lui demander de créer l'image en hiver. Et qu'est-ce que va faire le GAN? En fait, il va créer l'image traduite et on va donner la paire d'images, c'est-à-dire l'image en été et l'image traduite en hiver. Et on va lui demander deux choses. Est-ce qu'à ton avis, c'est une image crédible pour un paysage? Et est-ce que tu es très loin des features du domaine B? Donc, est-ce que tu es loin de dire c'est un paysage qui, en plus, est en hiver? Et en ayant la loss function, tout est dans la loss function, c'est la redescente, le sujet du T chaud, T froid. Quand le discriminateur redescend l'information du T chaud, T froid au générateur, il redescend deux informations. L'information de ouais, c'est plutôt pas mal pour un paysage et ouais, c'est plutôt pas mal pour l'hiver. Et c'est avec ça que le générateur va s'améliorer. C'est t'es chaud, ouais, t'es super chaud, c'est ça y est. Et puis au bout d'un moment, en fait, ouais, le discriminateur croit que c'est une vraie image d'hiver. Bon, l'entraînement est un peu particulier, je vais vous passer ça, on n'a pas le temps. Hop, si vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas, on est là les 2 jours. Pour vous donner un exemple sans chat, on peut faire des tas de couples différents.
Le coup de l'hiver et de l'été, ça marche aussi par exemple pour le jour et la nuit. Donc là, en fait, sur les images de droite, vous avez l'input avec le jour et puis la paire avec la nuit. Et lui, quand on lui met un autre input, il va générer des images de nuit. Mais ça peut servir aussi sur les segmentations. L'image avec les bâtiments, c'est qu'on a décrit des zones, donc c'est la première image, et on a dit, regarde, les zones en rouge, ça correspond, alors il faut que ça soit bien segmenté, hein, c'est de la segmentation. Les images en rouge, c'est les images en jaune, c'est des volets. Alors on ne lui donne pas la notion de volet, il s'en fout, la notion de volet, peu importe. On lui donne la zone, c'est toujours des volets, en jaune. En bleu clair, c'est toujours des fenêtres, etc., etc. Et si on lui met la paire d'images, quand on lui redonne une nouvelle segmentation, alors il va générer un bâtiment qui n'existe pas, mais avec les bonnes zones. Voilà. Et en fait, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de chat, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'on peut transformer, on peut générer des faux chats. Comme quoi, je vous mens pas, il y a vraiment des chats partout dans l'IA. Je ne sais pas si les slides probablement seront à mes dispositions. Je vous invite à aller regarder cette URL. Ça vous montre ce qu'on peut faire avec du Pixabay. Et en fait, on peut entraîner des photos avec le contour et la vraie photo. Et une fois qu'on a entraîné ça, en fait, on peut intégrer tout ce qu'on veut comme contour. Et donc, sur le net, vous pouvez aller dessiner vos contours sur le modèle qui est censé générer des chats. Et vous voyez donc en fait la création d'une génération à partir de contours. Bref. Le problème, c'est que les GAN, quoi qu'il arrive, en fait, il y a quand même besoin de data. À un moment ou à un autre, il y a quand même toujours besoin de data. Et donc, il y a des gens qui ont travaillé sur est-ce qu'on ne pourrait pas, avec une seule image, générer plein d'autres images. C'est le principe des SynGAN. J'ai vraiment pas le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Le fait est que globalement, on donne vraiment, pour de vrai, une seule image et il va faire des déclinaisons, notamment. Donc là, je passe. Donc ça, c'est les images d'origine à gauche. Et vous voyez que les images générées à côté ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut changer en plus la dimension. Ce qui est super important quand on veut faire de la synthétique data. Je vais assez vite parce que je voudrais arriver sur un cas concret que vous compreniez comment ça marche dans la vraie vie. Il y en a plein d'autres. Les GAN sont en train de révolutionner le monde de l'IA. Et pas que pour faire de la synthèse, mais maintenant on a de la classification semi-supervisée. Les GAN sont en train de tout révolutionner avec l'autre partie, c'est des transformers au niveau du langage. Je ne sais pas si vous connaissez BERT et puis ces enfants, entre guillemets. C'est vraiment des sujets qui sont en train de tout transformer. Je voudrais prendre les 10-15 minutes qui me restent pour vous dire, parce que là je vous ai donné beaucoup de théories, c'est intéressant. Mais dans la vraie vie, ça sert pour de vrai. Vous connaissez peut-être Bostik. Bostik, c'est une société française qui est spécialisée dans l'école industrielle et grand public. C'est 2 milliards de chiffres d'euros, dans 45 pays, c'est un gros industriel quand même, ça fait partie du groupe Arkema. Et notamment, alors, il fabrique beaucoup de choses, Bostik. Et notamment, il fabrique des chubs de colle, comme ça, qui sont de la colle pour des couches de bébé, en l'occurrence, voilà. Et avant que ça soit transformé, c'est sous forme de pain de colle. C'est un matériau semi-transparent, ça peut contenir des bulles ou des corps étrangers, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des défauts. Et ces défauts sont très compliqués en termes de... On est loin d'un défaut sur une pièce standard. Le fait que ça soit semi-transparent, c'est quand même assez compliqué. La clé, c'est comment on se dit, pour pouvoir détecter des défauts en moins d'une seconde sur la chaîne, pour prendre une décision vis-à-vis de la qualité ou pas du chub. Et après, l'idée, c'est que ça puisse donner des modèles. Alors, si ça vous intéresse, le modèle, il est en exposition là, sur le stand qui est juste à côté de GFI. Là. Et ça permet de faire de la détection des différents types de bulles, etc. Bon, bref. Alors déjà, je ne vais rien vous apprendre probablement, mais sur une chaîne, quand on fait de la détection de défauts, la clé, c'est déjà de faire un éclairage correct. Je vous jure que c'est le même chub qui va être entre ça et ça. Et déjà, il y a un défaut qu'on ne voyait pas avec l'autre éclairage. Donc le sujet de l'éclairage, c'est super important. Et après, il faut entraîner un modèle spécifique. Évidemment, il n'y a pas de modèle sur étagère. Vous ne pouvez pas appeler une API chez Google, Amazon ou chez Microsoft pour aller détecter des bulles. Ça n'existe pas. Donc on va entraîner un modèle. Effectivement, quoi qu'il arrive, au bout un moment, il faut quand même qu'on ait une première étape avec des vraies data. Puisque même si on veut faire de la synthétique data, on ne pourra pas partir de rien. Donc il faut aller prendre des photos, il faut aller demander à Bostik de garder les chubs, faire des shootings, faire de la labellisation et générer un dataset. Pardon.
230 photos de Chubb, 952 bulles sur l'expérimentation. Clairement, on va avoir un modèle très moyen avec ce volume-là, surtout dans les conditions de détection. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait comme les chats. On a pris une bulle et on a fait exactement comme les chats. On a modifié et déformé artificiellement les vraies images de bulles pour générer des fausses bulles et on les a réenactmentées, entre guillemets, dans des Chubb avec des systèmes de computer vision qui permettent de lisser totalement l'intégration d'un défaut dans un Chubb qui n'a pas de défaut. On a généré 1900 bulles, pardon, avec sur 1900 nouveaux Chubb. Petit exercice, lequel des Chubb contient une bulle augmentée? Bon, évidemment, les deux. Oui, évidemment, les deux. Puisque ça ne se voit pas. Honnêtement, ça ne se voit pas. Et puis si on continue avec nos histoires de chats, avec les GAN, on ne pourrait pas remplacer les chats par les bulles? C'était ça l'idée, en fait. Pourquoi je vous parle des GAN? Ce n'est pas pour générer des chats ou des têtes. L'idée, c'est de générer de la data qui va être utile pour les problèmes qu'on a aujourd'hui. Eh bien oui, en fait. On va entraîner un modèle qui va, reconnaître des bulles, envoyer du bruit. Le bruit, il va générer des bulles jusqu'à ce que jusqu'à ce que les bulles soient suffisamment crédibles pour être considérées comme des vraies bulles par le modèle qui, lui, a appris à reconnaître des vraies bulles. L'histoire en entier est un tout petit peu plus complexe parce qu'en fait, on a utilisé un progressive GAN. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du shooting, on fait de la data augmentation, on a un dataset enrichi. En parallèle de ça, on fait du transfer learning sur des modèles qui ont des bulles qui n'ont rien à voir avec les bulles qu'il faut qu'on détecte. Donc, on ne peut pas utiliser directement ces modèles-là. Mais il y a des modèles avec des bulles qui existent quand même, ça existe. On met un progressive GAN au milieu, comme je vous ai montré avec les chaises, là. Et quand on met le progressive GAN, eh ben, il va réussir vraiment à nous mettre des nouvelles bulles qu'on va réinjecter au premier dataset. Jamais travailler sur des données artificielles uniquement. Hein. On enrichit au fur et à mesure. Hein. Et en fait, on peut continuer à enrichir avec d'autres manières de générer de la data artificielle. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'amuser en disant c'est bon, je peux faire la data augmentation, j'ai un GAN, je vais générer 100 000 bulles. Non, en fait, le système s'écroule en termes d'efficacité et il overfit et donc ça ne sert à rien. On ne peut malheureusement pas augmenter de manière trop importante un dataset. N'empêche que ça marche. Ça marche mais ça ne se lance pas. Voilà. Et donc là vous avez l'équivalent de la chaise en génération mais en bulle. Alors bon c'est un peu moins sexy, c'est sûr, mais n'empêche que c'est quand même de la génération progressive de bulles grâce au progressive GAN. À la fin, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est génial. Je vais vous donner quelques chiffres, alors qui vont peut-être vous paraître un peu, finalement, pas terribles. Le dataset unique, 60% de reconnaissance des surfaces de bulles. En fait, quand on fait de la détection, on va mesurer le pourcentage de chevauchement entre la réalité et la prédiction. Quand on augmente le dataset avec la data augmentation, la déformation simple, on arrive à 61%. Et avec les trois, shooting, data augmentation et ProGAN, on arrive à 61 et 63. Le truc, c'est que là, on est sur du chevauchement de détection de la bulle, bulle à bulle. Donc, on pourrait aller beaucoup plus loin. Hein. On pourrait déjà avoir plus de data en entrée, augmenter plus de data, prendre d'autres types de GAN pour rajouter des autres types de modifications. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas forcément besoin, dans ce use case-là, de compter toutes les bulles. Il suffit de prendre une décision par rapport à est-ce qu'un Chubb est bon ou pas bon. Donc, entre guillemets, à partir du moment où on a une bonne décision sur le fait qu'il y a au moins un défaut, c'est pas grave si le modèle ne voit pas tous les défauts. L'important, c'est qu'il en voit suffisamment, d'une part, et d'autre part, qu'il n'en génère pas des faux là où il n'y en a pas. Alors, il y a ce paradoxe entre plus on va détecter les défauts, et plus on va avoir tendance à tous les défauts, et plus on va avoir tendance à détecter des défauts là où il n'y en a pas. Donc il faut toujours balancer, quand on est dans des cas concrets, est-ce qu'on a un système de recyclage, ce qui était le cas pour Bostik,
de se dire, est-ce que je prends, entre guillemets, le risque ou la décision de recycler plus de chub qu'il ne faudrait peut-être, parce que le système va avoir détecté des défauts là où il n'y en avait pas, mais en même temps, je suis certain que je n'enverrai plus de défauts à mes clients, ou est-ce que je fais un équilibre? Bref, il y a un vrai équilibre à choisir. Voilà. Donc, le pourcentage de taux de surface n'est pas forcément un indicateur unique, définitif. Je reviens, juste pour information, sur mes histoires de dessiner des chats. Est-ce qu'on ne pourrait pas dessiner des bulles et que le système nous traduise un dessin de bulle en bulle? En fait, oui, c'est le cas. C'est qu'en fait, on prend des bulles, on fait des systèmes de filtrage de computer vision jusqu'à avoir ce qu'on appelle le filtre Cani. Et le Cani, c'est le détourage. Finalement, ça nous donne le dessin de la bulle. Et ce dessin de bulle, on va le déformer et on va le réinjecter dans un générateur de type Pix2Pix, qui lui aura été entraîné avec les couples de bulles. Le dessin, la bulle, le dessin, la bulle, le dessin, la bulle. Et lorsqu'on lui réinjecte un faux dessin de bulle, et ben comme vous avez vu avec les chats, là, avec l'URL que je vous ai dit de copier pour aller vous jouer, pour jouer à dessiner des chats, en fait, on peut dessiner des bulles. Et quand on a un système comme ça, en fait, on peut l'ajouter éventuellement dans notre pipeline de data augmentation, sachant que comme on ne peut pas utiliser massivement une seule méthode, il va falloir qu'on enchaîne potentiellement les méthodes pour pouvoir augmenter le dataset si on veut encore améliorer la qualité du système. Je vous ai parlé rapidement des SceneGAN. J'ai une seule photo. Je vais générer d'autres photos. Alors malheureusement, bon, ça coince un peu. Donc on lui donne une photo de chub avec 8 scales, c'est-à-dire 8 niveaux de DPI. Ça donne des trucs plutôt Picasso. Si on augmente les DPI, eh ben, c'est quand même super incroyable. Ça génère des beaux chubs, mais la bulle disparaît. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir la capacité d'aller générer les bulles. Et là, en fait, on s'en fout de générer des chubs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de générer des bulles pour les détecter, pour savoir si le chub il est bon ou pas. Alors, si ça ne fonctionne pas sur le chub en entier, on s'est dit, on va essayer sur les zones où il y a les défauts. En l'occurrence, ça marche super bien. C'est incroyable. Avec une photo, on arrive à générer d'autres centres de chub qui contiennent des bulles qui sont suffisamment crédibles pour être des bulles. Le problème de cette étape-là, c'est qu'une fois qu'on a ça, contrairement à de la vraie synthetic data où on sait exactement où sont les bulles, on n'a pas besoin d'étape de labellisation. En fait, quand on génère un truc comme ça, faut se retaper la labellisation et la réinjection de ces images dans des vrais faux chubs, etc. Et cette étape-là est compliquée et coûteuse. Donc au final, c'est super, mais ça ne sert pas dans la vraie vie. Donc après, on s'est dit, on va générer, à partir juste d'une photo de bulle, on va générer d'autres bulles avec le SceneGAN. Pardon. Eh bien, pas du tout. Voilà. Le système ne peut pas générer tout seul un défaut à partir de ce type de GAN. En conclusion, j'ai dépassé 2 minutes. Globalement, ce que je veux passer comme message, c'est que ce n'est pas encore miraculeux. Mais on est vraiment qu'au tout début du début. Les premiers GAN sont sortis en 2014 dans des papiers académiques. Donc on est vraiment sur le premier début. Et les premiers, déjà, d'une part, ça évolue énormément. C'est-à-dire qu'en fait, entre 2014 et aujourd'hui, je ne sais pas combien de dizaines de modèles de GAN sont sortis, mais c'est étourdissant. C'est même extrêmement compliqué à suivre. On est convaincu que c'est tellement prometteur avec des champs d'action tellement importants qu'on est en cours d'industrialisation, en fait, de l'utilisation, c'est-à-dire la facilitation de se dire, on va outiller un peu tout ça, et on va pouvoir, si on a un dataset, avoir des pipelines de GAN qui vont nous générer automatiquement de manière beaucoup plus simple que quand il y a 2 data scientists ou ingénieria qui bossent sur des scripts, etc., pour avoir une sorte d'outil. Alors, ce n'est pas un outil qu'on vendrait, c'est un accélérateur projet. On a déjà trouvé le nom. Mais pour l'utilisation, en fait, de manière à démocratiser ce système de synthétique data. Voilà, je m'arrête là. Ça ne sert pas qu'à faire des bulles. Là, vous avez l'exemple d'un progressive GAN sur de la génération
de signalétique de ralentisseur sur des vues satellites Google. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, si ça vous intéresse de savoir à quoi ça sert, eh ben, on est juste en face, donc le stand E229, si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. De toute façon, si on n'a pas le temps là sur le créneau, je suis là et on est juste en face. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Parfait, merci.